Un PDG millionnaire a offert 100 000 $ à une femme sans abri pour qu'elle devienne sa femme. Mais son attitude l'a complètement choqué. La pluie venait à peine de s'arrêter lorsque Jean Morel sortit de son immeuble du 11e arrondissement. Il n'utilisait jamais de parapluie. L'homme avait une aversion pour tout ce qui ralentissait son rythme, et la pluie n'avait jamais représenté un obstacle pour lui. À 37 ans, Jean était l'un des noms les plus cités dans les cercles de l'innovation technologique en France. À la tête de Neuratech, une start-up spécialisée en intelligence prédictive, il avait transformé une idée née dans un sous-sol de la Sorbonne en une entreprise évaluée à plus de 200 millions d'euros. Malgré le succès, sa vie se déroulait dans un silence presque liturgique. Son appartement high-tech, tout en verre et acier, surplombait la ville, mais ne la regardait jamais. Il ne possédait ni télévision, ni tableau, ni souvenir. Chaque objet chez lui répondait à une logique d'efficacité. Il parlait peu, lisait des rapports, investissait avec précision chirurgicale et évitait tout contact qui ne concernait pas directement ses affaires. Il croyait en la logique pure, en la maîtrise et surtout au pouvoir absolu de l'argent pour résoudre les conflits. Ce jour-là, il avait décidé de marcher sans but précis. Peut-être parce qu'un contrat majeur venait d'être signé à Tokyo, ou parce qu'un investisseur américain avait qualifié sa start-up de génie froid. Il ressentait un vide étrange, un besoin fugace de se reconnecter avec ce qu'il appelait le bruit des autres. C'est ainsi qu'il se retrouva, presque par accident, à traverser la place de la Bastille. La place était animée malgré le sol encore humide. Jean observa sans s'arrêter les passants, les vendeurs ambulants, les musiciens. Mais un détail le fit ralentir. Assise sur un banc, adossée à un arbre, une femme semblait perdue dans un autre monde. Elle portait un manteau trop grand, usé au coude, et des chaussures dépareillées. Ce qui attira son regard, pourtant, ce ne fut ni sa misère apparente, ni sa posture digne malgré la saleté. C'était le carnet ouvert sur ses genoux et le fait qu'elle écrivait. Jean s'arrêta à quelques mètres. Elle n'avait pas levé les yeux. La concentration qu'elle mettait dans chaque mot semblait incongrue dans ce décor de béton et d'indifférence. Il aurait pu passer son chemin, comme il l'avait toujours fait. Mais il resta là, immobile, à l'observer quelques instants. Elle écrivait avec un stylo bleu, d'une main assurée, comme si ce carnet était tout ce qui comptait encore. Il ne comprenait pas pourquoi cette image le troublait. Ce n'était pas de la pitié. Jean ne connaissait pas ce sentiment. C'était autre chose, une forme de dissonance. Comment quelqu'un réduit à la rue pouvait-il écrire avec autant de détermination? Et surtout, écrire quoi? Le lendemain, il revint. Elle était là, au même endroit, à la même heure. Toujours le carnet, toujours cette expression tendue, mais digne. Il observa de loin sans approcher. Le surlendemain, il fit de même. Ce manège dura plusieurs jours, jusqu'à ce que son propre comportement le mette mal à l'aise. Il détestait l'irrationnel, et se surprendre à suivre une inconnue dans ses routines lui semblait un échec de contrôle personnel. Mais il y avait quelque chose chez cette femme, une présence, une constance dans l'effort, même dans l'abandon. C'était comme si elle refusait de disparaître, de céder à l'effacement que la rue impose. Il finit par rentrer chez lui avec cette image ancrée dans l'esprit. Une femme sale et fière qui écrivait comme on s'accroche à la vie. Jean n'avait parlé de cette vision à personne. Il n'en ressentait pas le besoin. Ce qu'il avait vu ne pouvait pas être expliqué sans perdre sa force. Pourtant, quelque chose changea en lui. Lors de réunions avec ses directeurs, il se surprenait à repenser au carnet. Lorsqu'il dînait seul devant son écran, il se demandait ce qu'elle écrivait. Alors, une semaine après cette première rencontre visuelle, il prit une décision. Pas une décision rationnelle, pas une stratégie. Un simple élan. Il retournerait là-bas non pas pour observer, mais pour parler. Cela ne faisait pas partie de ses habitudes. Mais pour une raison qu'il n'osait nommer, il sentait que cette conversation pouvait altérer quelque chose en lui. La pluie retomba fine, presque imperceptible, lorsque Jean traversa à nouveau la place. Elle était là, comme une ponctuation, silencieuse dans le chaos parisien. Il inspira profondément, resserra le col de son manteau et avança vers elle. Son cœur, habituellement indifférent, accéléra légèrement. Ce n'était pas de la peur, plutôt l'étrange intuition que cette rencontre ne serait pas ordinaire. Jean Morel ne s'était jamais considéré comme impulsif. Chaque décision dans sa vie avait été pesée, mesurée, calculée. Pourtant, lorsqu'il franchit les derniers mètres qui le séparèrent de la femme à la place de la Bastille,
Quelque chose d'inconnu remuait sous son costume impeccable. Elle ne leva pas immédiatement les yeux, concentrée sur son carnet. Ce fut seulement lorsque son ombre tomba sur la page qu'elle tourna lentement la tête. Elle avait les yeux d'un bleu dur, presque sec. Un bleu sans éclat, comme s'il avait appris à survivre sans lumière. Il se sentit soudain ridicule, debout devant elle, sans aucune phrase préparée, aucun script à suivre. Il toussota, inutilement. « Bonjour », dit-il finalement. Elle l'observa un instant, puis referma lentement le carnet. « Vous me regardez ? Depuis plusieurs jours, non ?» demanda-t-elle, sans hostilité, mais sans sourire. Jean hésita. Il n'était pas habitué à ce genre de confrontation directe. Il hocha la tête. « Oui, je vous ai vu écrire. Je me suis demandé ce que vous notiez avec autant d'attention. » Elle haussa les épaules. « Ce que je ne veux pas oublier, ce que personne ne veut entendre. » Elle ne semblait ni intimidée, ni impressionnée. Jean, lui, se sentit déplacé. Il s'assit à côté d'elle, en gardant une certaine distance. « Vous vous appelez comment ?» demanda-t-il. « Élodie. Et vous, l'homme au regard analytique ?» Il fut surpris par la justesse du qualificatif. « Jean Morel. » Elle ne réagit pas au nom. Visiblement, elle n'avait aucune idée de qui il était, et cela le désarma un peu. Ils restèrent quelques instants en silence, puis elle lui demanda « Pourquoi vous êtes venu me parler aujourd'hui ?» Jean se rendit compte qu'il n'avait pas de réponse claire. Il aurait pu parler de curiosité, de perturbation mentale, mais tout cela semblait faux maintenant. « Je crois que vous m'intriguez. » Élodie sourit légèrement. Pas un sourire, de charme, mais un de ceux qui naissent d'un scepticisme poli. Les hommes riches ne s'intriguent pas. Ils achètent, classifient, utilisent. L'intrigue, c'est pour ceux qui n'ont pas de pouvoir. Jean ne se vexa pas. Au contraire, ses lèvres esquissèrent une ombre de sourire. « Et si je vous proposais 100 000 $ pour vous marier avec moi pendant 1 an ?» Le silence tomba lourd, brutal. Même les sons de la ville semblèrent se suspendre. Élodie le fixa d'abord sans comprendre, puis avec une lente colère qui se devinait sous la surprise. « Quoi ?» demanda-t-elle. Jean soutint son regard. « Un contrat, mariage civil. 1 an, vous vivez avec moi, vous suivez mes règles. À la fin, vous repartez avec l'argent. Pas de mensonge, pas d'intimité obligatoire, juste une cohabitation codifiée. Je veux observer ce que cela change. » Il aurait pu s'enfoncer davantage dans une justification rationnelle, mais il se tut. Élodie resta silencieuse, le regard fixé dans le sien. Une dizaine de secondes passèrent. Puis, contre toute attente, elle éclata de rire. Pas un rire joyeux, mais un rire dur, sec, presque douloureux. « Vous êtes fou », souffla-t-elle enfin, mais pas du genre dangereux, du genre désespéré. Jean ne répondit pas. Elle le regarda encore un instant, puis secoua la tête. « Et si je dis oui, vous me donnez les 100 000 $ tout de suite ?»« Non, à la fin. Une fois l'année terminée. » Elle prit une profonde inspiration. Son regard s'était fait plus sombre. « Vous êtes en train de jouer à un jeu que vous ne comprenez pas encore. Mais je ne vais pas dire non, pas encore. » Jean la regarda avec plus d'attention. Elle n'avait pas l'air tentée par l'argent. Il y avait autre chose en elle, quelque chose de plus profond, une fierté peut-être, ou un mépris trop ancien pour se dissoudre si facilement. « 24 heures, dit-elle. « Laissez-moi, 24 heures. Je vous donnerai ma réponse demain, ici, à la même heure, si vous venez. » Elle reprit son carnet, l'ouvrit à une nouvelle page et recommença à écrire comme s'il n'existait plus. Jean resta quelques secondes, puis se leva. En s'éloignant, il sentait un poids inhabituel dans sa poitrine. Ce n'était pas de la honte. C'était une forme de vertige. Il ne savait pas ce qui l'avait déclenché, mais il savait une chose. Il reviendrait. Le lendemain, Jean se leva avant l'aube. Il n'avait pas dormi profondément. La proposition qu'il avait, faite la veille, tournait dans son esprit comme une énigme mal formulée. Ce n'était ni un caprice ni un jeu, mais cela n'avait rien d'un plan logique non plus. Il s'agissait d'une impulsion née d'un vide qu'il ne s'était jamais autorisé à nommer. Et pourtant, l'attente de la réponse d'Élodie l'agitait plus que la signature d'un contrat à 10 millions d'euros. À 11 heures précises, il traversa à nouveau la place de la Bastille. Elle était là, comme elle l'avait promis, assise au même banc, les jambes croisées, le carnet fermé sur ses genoux. Elle portait les mêmes vêtements usés, mais sa posture dégageait une autorité étrange. Jean s'approcha plus lentement que la veille. Elle leva les yeux dès qu'il fut à portée de voix.
Vous êtes venu, dit-elle simplement. Je vous avais dit que je viendrais. Elle hocha lentement la tête puis tapota le banc à côté d'elle. Hyun s'assit. Cette fois, aucun silence gênant ne s'installa. Elle parlait la première. J'ai pensé à votre proposition toute la nuit. J'ai tourné l'idée dans ma tête, les secoué comme une boîte vide pour voir si quelque chose tomberait. Et voilà ce que j'ai décidé. Jean retint son souffle. Elle posa une main sur le carnet comme si elle s'y accrochait, puis déclara « J'accepte, mais pas comme vous l'avez formulé. » Il fronça légèrement les sourcils. Élodie reprit « Je vous donne 1 an de ma vie, 1 an entier, mais je ne jouerai pas à la comédie de l'épouse obéissante. Je viendrai vivre chez vous. J'accepterai vos règles tant qu'elles ne heurtent pas ma dignité. Mais je ne prétendrai pas vous aimer ni vous appartenir. Pas de faux semblants. Si vous voulez apprendre quelque chose, vous devrez renoncer au scénario. Je suis réel, pas un projet. » Jean l'écoutait sans broncher. Elle parlait avec une lucidité presque douloureuse. « Et je ne veux pas de votre argent maintenant, ni à la fin. Si je décide de le prendre un jour, ce sera parce que je l'aurai mérité à mes yeux, pas parce que j'ai signé un contrat pour vous divertir. » Jean était déconcerté. Elle avait retourné sa propre proposition contre lui, comme si elle l'avait disséquée pour en révéler la faiblesse. Et il ne ressentait ni colère ni rejet. Il ressentait du respect, un respect qu'il n'avait pas anticipé. « D'accord, » répondit-il après un instant de silence. « Sans contrat, sans faux semblants, mais sous mon toit, pendant 1 an. »« Sous votre toit, » dit-elle, « pas sous votre contrôle. »« Très bien. » Ils se levèrent ensemble. Élodie rangea son carnet dans un sac en tissu élimé. « Je peux venir ce soir, » dit-elle. « Je dois juste récupérer 2 ou 3 choses. Je vous enverrai une voiture. »« Non, je préfère venir seul. Je veux savoir si je peux encore traverser Paris par mes propres moyens. Ce serait un bon premier pas. » Jean acquiesça. Elle partit sans se retourner, avec une assurance étrange dans ses gestes. Il resta seul quelques minutes, absorbé par l'étrangeté de cette rencontre. Elle n'avait pas seulement accepté sa proposition, elle l'avait remodelée, lui imposant une condition essentielle, être elle-même. Plus tard ce jour-là, dans son appartement lumineux et glacé du Marais, il fit nettoyer la chambre d'amis, demanda à son assistant de retirer tout ce qui pouvait évoquer une présence temporaire et fit remplir le réfrigérateur. Ce fut la première fois depuis des années qu'il ne donnait pas d'instructions liées à un objectif mesurable. Il préparait une place pour quelqu'un dont il ignorait tout, sauf la force du regard. À 20 heures, on sonna à la porte. Jean alla lui-même ouvrir. Élodie se tenait là, avec un sac sur l'épaule et le carnet dans la main. Elle entra sans hésiter, jeta un coup d'œil rapide à l'intérieur et dit « C'est plus impersonnel que je l'imaginais. »« J'aime les lignes épurées, » répondit-il. « Moi aussi. Mais parfois, une ligne droite ne mène nulle part. » Elle posa son sac près de l'entrée, s'approcha de la baie vitrée et regarda les lumières de Paris. « Vous avez une belle vue, mais vous la regardez vraiment ?» Jean, surpris par la question, ne répondit pas. Elle se retourna, déposa son carnet sur la table du salon et dit, d'un ton presque solennel, « Le jeu commence. Mais souvenez-vous, ce n'est pas un jeu pour moi. » Puis elle disparut dans le couloir, laissant derrière elle une impression d'ouragan silencieux. Jean resta debout, face à la ville, et comprit que sa vie venait de basculer sans qu'il ait besoin de signer quoi que ce soit. L'appartement de Jean Morel, perché au dernier étage d'un immeuble moderne du Marais, semblait suspendu au-dessus de Paris. Murs de verre, lignes épurées, meubles aux angles nets, chaque objet avait été choisi pour disparaître dans la fonctionnalité. Il n'y avait ni rideau, ni bibelot, ni livre visible. L'espace semblait respirer l'obsession du contrôle, comme si chaque mètre carré avait été conçu pour empêcher l'imprévu. Lorsqu'Élodie franchit la porte avec son sac en bandoulière et son carnet, ce monde géométrique sembla vaciller imperceptiblement. Elle s'installa dans la chambre d'amis sans poser de questions, observa les lieux sans admiration ni gêne, comme si elle reconnaissait dans cet espace une solitude cousine de la sienne. Jean, fidèle à lui-même, lui donna quelques consignes simples. Les horaires du ménage, l'accès à la cuisine, la connexion Wi-Fi, les règles de discrétion lorsqu'il recevait des partenaires. Mais dès le 3e jour, il comprit que les règles seraient des frontières symboliques. Élodie ne transgressait rien, mais elle s'affranchissait naturellement de toute attente. Elle ne posait pas de questions, ne cherchait pas à séduire ni à plaire.
Elle ne profitait pas des équipements de l'appartement, n'utilisait ni les appareils dernier cri, ni les services automatisés. Elle préférait cuisiner elle-même, toujours avec des produits simples, achetés au marché, et refusait poliment toute suggestion de livraison. Chaque matin, elle se levait avant Jean, faisait du café à l'ancienne, à la casserole, et écrivait. Toujours ce même carnet, usé mais intact, dans lequel elle notait avec régularité des phrases longues, denses, silencieuses. Elle passait des heures assise près de la grande baie vitrée, observant la ville comme si elle cherchait à en extraire quelque chose de fondamental. Parfois, elle sortait seule, toujours à pied, toujours sans prévenir. Et elle revenait de la même manière, avec la même discrétion. Jean, d'abord agacé par cette indépendance non revendiquée, se surprit à l'observer. Il essayait de comprendre pourquoi une femme capable d'un tel calme intérieur avait fini à la rue. Il scrutait ses gestes à la recherche d'un indice, une névrose, un traumatisme, une faille. Mais il ne voyait rien. Aucune trace d'alcool, aucune dépendance. Elle ne fumait pas, ne prenait pas de médicaments, ne faisait preuve d'aucune instabilité. Elle lisait, elle écrivait, elle pensait, et elle restait silencieuse. Un soir, alors qu'il travaillait sur une présentation pour un fonds d'investissement américain, il la surprit en train de dessiner. Ce n'était pas de l'art. C'était des schémas, des plans, des fragments d'architecture mentale, des mots entourés de flèches, des phrases entrelacées comme dans un organigramme émotionnel. Il la regarda faire, à distance, sans l'interrompre. Lorsqu'elle s'en aperçut, elle referma le carnet d'un geste lent et tourna la tête. « Vous m'espionnez » Il hésita. « Je vous observe. Et qu'espérez-vous trouver » Il n'eut pas de réponse immédiate. Elle ajouta, presque en chuchotant, « Vous pensez que l'argent peut acheter la vérité. Mais il ne fait que déplacer les mensonges. » Elle se leva et quitta la pièce, le laissant seul avec cette phrase qui résonna comme une cloche brisée. Le lendemain, Jean fit installer une deuxième cafetière, moderne, connectée, dans la cuisine. Mais Élodie continua d'utiliser la casserole. Chaque geste chez elle semblait être une déclaration, sans violence ni revendication. À mesure que les jours passaient, Jean commença à revoir ses habitudes. Il se surprit à rentrer plus tôt du bureau, à passer moins de temps sur ses écrans. Il la croisait dans le salon, la cuisine, parfois dans le couloir, et échangeait avec elle quelques mots qui ressemblaient davantage à des échanges entre étrangers civilisés qu'à une cohabitation. Elle ne demandait rien, ne se plaignait, jamais, mais sa présence modifiait subtilement l'atmosphère. Un soir, après un dîner qu'elle avait cuisiné, soupe, pain, fromage, il osa poser une question. « Pourquoi étiez-vous dans la rue ?» Elle leva les yeux vers lui calmement. « Parce que j'ai tout perdu, mais pas comme vous l'imaginez. »« Je n'imagine rien, répondit-il. C'est faux. Vous imaginez tout le temps. Vous créez des hypothèses, des profils, des projections. C'est votre façon de comprendre le monde. Et moi, je ne rentre dans aucun de vos modèles. » Il se tut, frappé par la justesse. Elle ajouta, « Le plus dur dans la rue, ce n'est pas le froid. Ce sont les regards. Soit on ne vous voit pas, soit on vous regarde comme si vous étiez une erreur. » Elle se leva, prit son carnet et quitta la table. Jean resta seul, les mains posées sur la nappe. Il comprit alors que cette femme, dont il croyait pouvoir percer le mystère avec des données ou de l'argent, était en train de redessiner les contours de ses certitudes. Et il ne savait pas encore si cela le terrifiait ou le libérait. Le carnet d'Élodie n'avait jamais quitté ses mains, sauf la nuit lorsqu'elle le glissait sous son oreiller, comme une protection invisible. Jean l'avait remarqué dès les premiers jours. Elle écrivait dedans chaque matin et souvent après le dîner dans un coin du salon ou à la table de la cuisine. Parfois, elle relisait des pages entières, gribouillait des marges, corrigeait une phrase, ajoutait une note. Le carnet semblait être une extension de sa mémoire, une mémoire qu'elle ne voulait ni effacer, ni confier au hasard. Jean, malgré lui, devenait obsédé par cet objet. Il n'en parlait pas, mais ses yeux revenaient toujours vers le carnet, dès qu'il entrait dans une pièce où elle se trouvait. Il avait déjà vu ce type d'obsession chez les analystes, chez ceux qui cherchaient à percer des secrets d'entreprise ou à décrypter des données sensibles. Mais ici, il ne s'agissait ni de stratégie ni de concurrence. C'était personnel, brutalement personnel. Un soir d'automne, alors qu'Élodie s'était absentée pour une promenade nocturne,
ce qu'elle faisait de temps à autre sans prévenir ni demander, Jean rentra plus tôt que prévu. Il trouva le salon vide, une bougie éteinte sur la table basse et le carnet posé là, à côté d'une tasse de thé encore tiède. Il s'arrêta. Il regarda la couverture noire, cornée, tachée par endroits. Il n'y avait aucun titre, aucun nom. Juste ce silence qui hurlait d'attente. Il s'assit lentement, le carnet à portée de main mais sans le toucher. Il resta là de longues minutes, à lutter contre son envie d'ouvrir. Ce n'était pas de la simple curiosité, c'était une tension plus profonde, l'envie de comprendre cette femme qui, chaque jour, défiait ses certitudes sans jamais hausser la voix. Finalement, il tendit la main, ses doigts frôlèrent la couverture, et il se ravisa. Quand Élodie revint, une demi-heure plus tard, elle le trouva dans le salon, les yeux fermés. Le carnet était toujours là, intact. Elle s'en approcha, le prit doucement, le serra contre sa poitrine et s'assit dans son fauteuil habituel. Jean rouvrit les yeux. « Je ne l'ai pas lu, dit-il. »« Je sais, répondit-elle. Un nouveau silence s'installa, mais celui-ci était différent. Moins, tendu, plus dense. « Ce carnet, finit-il par dire, il représente quoi pour vous ?» Elle hésita un instant puis répondit. « C'est la seule chose que j'ai gardée de celle que j'étais. Tout le reste m'a été enlevé, détruit ou abandonné. Vous y racontez votre histoire ?» Elle secoua lentement la tête. « Non, j'y raconte ce que je refuse d'oublier. Ce n'est pas pareil. » Jean se pencha en avant. « Et si vous perdiez ce carnet ?» Elle le regarda droit dans les yeux. « Alors je me perdrais aussi. » Il ressentit un frisson, une peur qu'il ne connaissait pas. Il comprenait d'un coup que ce carnet n'était pas un simple journal. C'était un ancrage, un lien avec ce qui restait d'elle dans un monde qui l'avait effacé. Les jours suivants, il cessa de guetter le carnet. Il le voyait toujours, mais ne le regardait plus de la même façon. Il en respectait la présence comme on respecte un sanctuaire. Il comprenait aussi que son désir d'y pénétrer était une forme de violence, aussi douce soit-elle. Élodie n'avait jamais refusé de parler. Elle refusait simplement de le faire selon ses règles à lui. Cette prise de conscience l'ébranla. Pour la première fois depuis des années, Jean perdit son appétit de contrôle. Il se mit à observer non pour comprendre, mais pour apprendre. Il regardait Élodie lire, écrire, marcher dans l'appartement. Il notait ses silences, ses gestes, les rythmes discrets de sa présence. Et il sentit lentement qu'un autre regard naissait en lui. Une nuit, il l'entendit sangloter dans sa chambre. Il s'approcha sans bruit, posa la main sur la porte, fermée mais ne frappa pas. Le matin suivant, il la trouva en train de faire du café, les yeux légèrement rougis. Il ne dit rien, elle non plus. Ils burent en silence côte à côte, comme deux survivants d'un naufrage invisible. C'est à ce moment-là que Jean commença à remettre en question ses propres motivations. Pourquoi l'avait-il vraiment invitée? Était-ce un défi, une expérience, ou bien une tentative inconsciente de sauver quelque chose en lui qui s'était éteint depuis longtemps? Il n'avait pas encore les réponses, mais il savait que, désormais, la question importait plus que la solution. Et ce carnet, fermé sur la table pendant qu'elle cuisait des œufs, lui rappelait que certaines vérités ne s'offrent pas, elles se méritent. L'automne s'installait pleinement sur Paris, recouvrant les rues d'un tapis de feuilles brunes et dorées. L'appartement de Jean, toujours aussi épuré, accueillait pourtant désormais une chaleur discrète, presque imperceptible. Les bougies qu'Élodie allumait certains soirs, les odeurs de plats mijotés et le son lointain de musique classique que Jean n'avait jamais écouté auparavant apportaient une douceur inhabituelle à ce lieu autrefois froid. Ce samedi-là, alors que Jean corrigeait des documents pour une présentation stratégique, la sonnette retentit de manière brusque. Il n'attendait personne. Il jeta un œil vers Élodie, qui lisait près de la baie vitrée, puis se dirigea vers la porte. En l'ouvrant, il découvrit un homme vêtu d'un manteau en cachemire et au sourire un peu trop large. C'était Mathieu Delcourt, un ancien camarade de Sciences Po, aujourd'hui directeur financier d'un fonds d'investissement partenaire. « Jean, je passais dans le quartier, je me suis dit que je tenterais ma chance. Tu es toujours aussi difficile à attraper. » Jean hésita mais s'écarta pour le laisser entrer. Mathieu entra d'un pas rapide, le regard fouillant l'espace, avec la curiosité des gens habitués à cataloguer ce qu'ils voient. Toujours aussi minimaliste, et toujours aussi seul. Avant que Jean ne réponde, Mathieu aperçut Élodie.
Elle se leva calmement, posa son livre et s'approcha. « Bonjour », dit-elle simplement. Mathieu la détailla d'un coup d'œil de la tête aux pieds. Elle portait une robe simple, des cheveux attachés en un chignon lâche, et son carnet était posé sur la table basse. Il haussa un sourcil. « Tiens donc, et toi, Jean, tu caches une compagne. Je suis impressionné. C'est original. » Le ton était moqueur, teinté d'un mépris mal dissimulé. Jean sentit une tension monter, mais Élodie ne broncha pas. Elle croisa les bras et répondit « Non, je ne suis pas sa compagne. Je suis juste un être humain. » Le silence fut tranchant. Mathieu ricana. « Évidemment. Excusez-moi. Un être humain. J'imagine que c'est le nouveau langage ici. Jean toujours dans l'innovation, hein ?» Jean s'avança, sec, froid. « Si tu es venu pour plaisanter, c'est mal tombé. » Mathieu sourit, leva les mains. « Je plaisantais, mon vieux. Détends-toi. » Bon, je ne faisais que passer de toute façon. Il se dirigea vers la porte, puis se retourna une dernière fois vers Élodie. « Enfin, bravo, mademoiselle. Vous avez trouvé une place au chaud. C'est rare les pièces de rue qui se retrouvent dans des pantouses. » Le regard d'Élodie vacilla. Un éclat fugitif de douleur traversa son visage, qu'elle s'empressa de contenir. Elle ne répondit pas. Jean, lui, referma la porte sans un mot. Il resta un instant face à elle, incertain. Il voulait s'excuser, justifier, dire que Mathieu ne comptait pas, que ce n'était qu'un idiot. Mais rien ne sortit. « Je vais me coucher », dit-elle simplement. Sa voix était calme, mais ses yeux ne l'étaient plus. Elle traversa le couloir sans le regarder. La porte de sa chambre se ferma doucement, presque trop doucement. Jean resta seul dans le salon, les mains tremblantes. Il ne se souvenait pas d'avoir ressenti de colère aussi vive depuis longtemps. Pas contre Mathieu, contre lui-même. Parce qu'il n'avait rien dit. Parce qu'il avait laissé passer la blessure. Le lendemain matin, la chambre d'Élodie était vide. Le lit soigneusement fait. Le carnet disparu. Elle n'avait rien emporté d'autre, sinon son silence. Jean fouilla l'appartement sans se l'avouer. Il descendit dans la rue, marcha sans direction, repassa par les bouquinistes, par les bancs, de la Bastille, par les ruelles où elle aimait se promener. Rien. Les heures passèrent, puis les jours. Jean interrogea discrètement des associations, des passants, sans révéler son implication. Il n'avait ni photo ni nom de famille, juste un vide à combler. Il comprit alors que la présence d'Élodie avait été plus qu'une perturbation dans sa routine. Elle avait ouvert une brèche. 5 jours plus tard, alors que le soleil commençait à décliner, il retourna à la place de la Bastille. Il la trouva là, assise sur le même banc qu'au tout début, carnet sur les genoux. Elle le vit arriver mais ne bougea pas. Il s'assit lentement à ses côtés. Ils restèrent silencieux quelques minutes. « Je suis désolé, dit-il enfin. Pas pour ce qu'il a dit, pour ce que je n'ai pas dit. » Elle ferma doucement son carnet. « Tu n'as rien fait de mal, Jean, tu as juste fait comme d'habitude. J'aurais dû te défendre. » Elle tourna la tête vers lui. « Je n'ai pas besoin d'un défenseur, j'ai besoin de ne pas être oublié. » Ils se regardèrent longtemps. Et pour la première fois, Jean sentit une faille s'ouvrir en lui. Une faille humaine, irréversible. Depuis le jour de sa disparition, Jean Morel avait compris qu'il ne pourrait plus revenir à sa vie d'avant. L'absence d'Élodie s'était imprimée dans son quotidien avec une précision douloureuse. Chaque silence dans l'appartement, chaque tasse de café, chaque chaise vide devenait un rappel de ce qu'il avait perdu sans même l'avoir possédé. Il n'était plus capable de travailler avec la même froideur. Il lisait sans retenir, répondait aux réunions sans écouter. Il était présent physiquement, mais ailleurs en pensée, toujours dans cette place, toujours sur ce banc. Les sapassis. Jours suivants furent un exercice d'humilité. Jean, qui avait toujours utilisé des assistants pour les tâches pratiques, sortit lui-même, à pied, pour chercher Élodie. Il retourna à la place de la Bastille matin et soir. Il explora les environs, demanda discrètement dans les abris sociaux, dans les églises, auprès des vendeurs ambulants. Il interrogea les passants avec une maladresse qu'il ne tentait même plus de dissimuler. Peu à peu, il devenait un étranger dans sa propre ville, celle qu'il croyait connaître, mais qu'il n'avait jamais vraiment regardée. Il comprit vite que l'errance n'obéissait à aucune logique, qu'on pouvait passer à quelques mètres de quelqu'un sans le voir, qu'une personne pouvait disparaître dans un coin d'ombre à quelques pas d'une vitrine illuminée. Et surtout, il comprit que trouver quelqu'un n'avait rien à voir avec le fait d'avoir de l'argent ou du pouvoir.
Il s'agissait de patience, de respect, de présence sincère. C'est au 8e jour qu'il la revit. Il était presque 18 heures. Un ciel gris d'hiver descendait sur Paris. Il tournait dans les ruelles derrière l'Opéra Bastille quand il la vit, assise sur le même banc qu'à leur première rencontre. Elle portait les mêmes vêtements usés, mais son visage avait changé. Il n'y avait pas de colère ni de détresse, juste cette même expression ferme et calme, celle qui l'avait tant intrigué au début. Il s'approcha lentement. Elle ne leva pas immédiatement les yeux. Quand elle le fit, ce fut sans surprise. « Tu es revenu, dit-elle. »« Bien sûr. » Elle hocha la tête, comme si c'était la réponse qu'elle attendait. « Je ne suis pas parti parce que j'étais blessé. Je suis parti parce que je voulais voir si tu me suivrais. Pas pour me rattraper, mais pour comprendre pourquoi tu m'avais laissé tomber. » Jean s'assit à côté d'elle, sans parler. Le froid se faisait sentir, mais il ne tremblait pas. Elle non plus. « Tu avais raison, dit-il après un long silence. Je t'ai laissé tomber. Pas seulement ce jour-là. Depuis le début, je t'ai regardé comme un mystère à résoudre, comme une donnée à analyser. Je ne t'ai jamais vraiment vu. » Elle tourna légèrement la tête vers lui. « Et maintenant, je ne veux plus comprendre. Je veux apprendre. De toi. Avec toi. » Elle resta silencieuse. Les minutes passèrent. Des passants les croisaient sans leur accorder un regard. Deux silhouettes assises sur un banc, perdues dans une ville qui n'écoute plus. Puis elle dit lentement, « Ce n'est pas à moi de te dire comment réparer ce que tu ne savais pas avoir brisé. Non, mais c'est à moi de commencer. » Jean posa ses mains sur ses genoux, s'inclina légèrement vers elle. « Reviens, pas pour moi, pour toi, pour l'histoire que tu es en train d'écrire. » Elle cligna des yeux, hésita. Puis, d'un geste presque imperceptible, elle ouvrit son sac, en sortit le carnet et le posa entre eux. « Ce carnet, c'est moi, mais je ne veux plus écrire seul. Si je reviens, je veux une chose, que tu sois là, vraiment là, pas dans ta tête, pas dans ton plan, ici. » Il acquiesça. « Je serai là. » Elle se leva, lentement, et rangea le carnet. « Alors allons-y. Mais cette fois, tu ne donnes pas les règles. On les écrit à deux. » Ils marchèrent côte à côte, en silence, jusqu'à l'appartement. Rien ne semblait avoir changé dans la ville. Les feux de circulation rythmaient encore les mouvements mécaniques des voitures. Les vitrines brillaient. Les passants défilaient, distraits. Mais pour Jean, chaque pas aux côtés d'Élodie était un acte de réinvention. De retour dans l'appartement, il la laissa entrer la première. Elle déposa son sac, observa autour d'elle, puis dit simplement « Il manque une plante ici, et un tapis. » Jean sourit. « On peut aller en chercher demain. » Elle s'installa à la table, ouvrit son carnet à une page blanche. « Ce soir, je cuisinerai. Et toi, tu me raconteras quelque chose sur toi. Quelque chose que personne ne sait. » Il hocha la tête. Elle se leva, se dirigea vers la cuisine. Jean la regarda bouger dans l'espace qu'elle s'était réapproprié, avec une aisance nouvelle. Elle n'était plus une invitée. Elle était revenue en tant que présence, une présence qui n'attendait plus d'être comprise, mais acceptée. Et lui, pour la première fois de sa vie, se sentait prêt à accueillir sans condition. 2 semaines s'étaient écoulées depuis le retour d'Élodie dans l'appartement de Jean. Le quotidien avait trouvé un nouvel équilibre, fait de rituels partagés et de silences plus riches que les mots. Jean, qui autrefois évitait toute forme d'intimité, se surprenait à écouter les respirations du matin, à attendre le bruit familier de l'eau qui chauffe, à lire les signes minuscules de la présence d'Élodie comme s'ils formaient une langue nouvelle. Un vendredi, alors que la ville se noyait dans une pluie fine, Élodie l'interrompit pendant qu'il classait des documents. « Viens à Lyon avec moi, » dit-elle. Il leva les yeux, surpris. « Lyon ? Il y a un endroit là-bas, un petit restaurant près des quais. Ce n'est pas chic, ce n'est pas connu, mais j'y ai vécu quelque chose que je veux te montrer. » Jean n'hésita pas. Il accepta sans poser de questions, comme si l'invitation contenait une réponse longtemps attendue. Ils prirent un train matinal le lendemain, assis l'un à côté de l'autre dans un silence confortable. Élodie regardait par la fenêtre, le carnet fermé sur ses genoux. Jean ne regardait rien. Il la regardait, elle. Arrivés à Lyon, ils prirent un tram, puis marchèrent à travers des rues pavées, jusqu'à un petit établissement à l'enseigne, délavé, le relais de Margot.
À l'intérieur, des tables en bois usées, des nappes à carreaux, une odeur de soupe aux légumes. Une femme âgée derrière le comptoir les accueillit d'un sourire chaleureux. Élodie, mon Dieu, c'est bien toi? Élodie s'approcha, l'embrassa doucement. Bonjour Margot, je ne suis là que pour un dîner. Et pour un souvenir. Margot les installa à une table près de la fenêtre. Jean observait les murs couverts de photos en noir et blanc, de vieux journaux, de dessins d'enfants. Rien ne brillait, mais tout vibrait de vie. C'est ici que je venais déjeuner quand j'enseignais au lycée du quartier, dit Élodie. Margot m'avait prise en affection. Elle me préparait des plats à emporter quand j'avais trop de copies à corriger. Je venais aussi parfois le soir, seul, quand je n'arrivais pas à dormir. « Tu étais professeur ?» demanda Jean. Elle acquiesça. Littérature et philosophie. Des adolescents pleins de feu, de doutes, de colère. J'adorais ça. C'était chaotique, imprévisible, vivant. Elle commença à raconter. Comment elle avait commencé à enseigner après des études passionnées mais précaires. Comment elle avait perdu ses parents dans un accident de voiture alors qu'elle n'avait que 26 ans. Comment elle avait refusé d'abandonner ses élèves, même dans les moments les plus durs. Et puis un jour, j'ai dénoncé une chose que je ne pouvais plus supporter. Une manipulation de notes, organisée par la direction pour obtenir plus de financement. On m'a fait passer pour instable. On a égaré mes dossiers. On m'a suspendu pour fatigue psychologique. Jean écoutait en silence. Il ne prenait pas de notes mentales, ne classait pas les informations. Il recevait simplement. J'ai tout tenté pour faire reconnaître la vérité, mais personne ne voulait remuer la boue. Le rectorat m'a radié. J'ai perdu mon logement, mes droits, mes repères. Et puis un jour, j'ai arrêté de me battre. Je suis sorti avec un sac et j'ai marché, jusqu'à ce que la rue devienne mon adresse. Margot apporta 2 assiettes fumantes, une daube simple avec des pommes de terre fondantes. Élodie la remercia d'un sourire. Jean, lui, posa sa fourchette un instant. « Tu as été brisé pour avoir dit la vérité. J'ai été puni pour avoir refusé de me taire. » Ils mangèrent lentement. La lumière jaune des lampes adoucissait les traits d'Élodie. Elle n'était pas triste en racontant. Elle parlait comme quelqu'un qui avait fait la paix avec ses souvenirs, même les plus douloureux. Après le dessert, un flan maison tiède et sucré, ils restèrent un moment à la table. Margot leur apporta un café. « Je suis heureuse de te revoir, dit-elle à Élodie. Et toi, monsieur, prenez soin d'elle. C'est une femme qui vaut plus que l'or. » Jean hocha la tête, incapable de parler. Sur le chemin du retour, ils marchèrent, lentement, bras frôlant bras. Elle tenait son carnet d'une main, mais il ne semblait plus aussi lourd qu'avant. Dans le train, elle s'endormit sur son épaule. Jean la regarda, les paupières closes, les traits apaisés. Il comprit que ce qu'elle lui avait offert ce soir-là n'était pas une histoire, mais une confiance. Et il sut, sans l'ombre d'un doute, que quelque chose en lui venait de changer pour toujours. Les jours suivant leur retour de Lyon furent paisibles. Jean travaillait avec une concentration nouvelle, mais ses pensées revenaient sans cesse aux confidences d'Élodie. Le récit de son passé le hantait, non par pitié, mais par une admiration silencieuse. Chaque détail, chaque mot prononcé par elle à ce dîner dans le petit restaurant de Margot, avait éclairé une part d'ombre de son existence. Un matin, alors qu'Élodie était sortie pour une promenade prolongée, Jean se retrouva à classer des dossiers dans sa bibliothèque de travail. En fouillant une vieille pile de journaux conservés pour une future analyse de tendances médiatiques, vestige de son époque d'analyste compulsif, il tomba sur une revue oubliée datant de plusieurs années. Le titre principal n'attira pas son attention, mais un petit encart en bas à droite éveilla sa curiosité. Il lut « Professeur suspendu après avoir dénoncé une fraude scolaire, le témoignage d'Élodie M ». Son cœur accéléra. Il ouvrit la revue d'un geste brusque, feuilleta jusqu'à l'article, 2 colonnes serrées, une photo en noir et blanc floue en haut à gauche. Elle. Plus jeune, les traits tirés par la fatigue, mais le regard déjà dur, déjà droit. Il lut chaque mot absorbé. L'article racontait tout ce qu'elle lui avait dit à Lyon, mais avec la froideur factuelle d'un texte journalistique. On parlait de manipulation de notes, de pression sur les enseignants, de détournement de subventions. Élodie avait témoigné, fourni des preuves, mais tout avait été classé sans suite par l'académie. Le directeur du lycée avait été déplacé discrètement, sans sanction officielle. Elle, en revanche, avait vu sa réputation ruinée. L'article se terminait sur une phrase qui resta imprimée dans l'esprit de Jean.
On ne pardonne jamais à ceux qui osent troubler la façade. Il resta assis, immobile. Pendant de longues minutes, il ne bougea pas. Le journal glissa de ses genoux et tomba au sol. Il ressentit un mélange de rage froide et de respect profond. Elle avait dit la vérité. Elle s'était levée contre un système injuste. Et personne n'avait écouté. Ce n'était pas l'histoire d'une chute, c'était celle d'un sacrifice. Elle n'avait pas fui. Elle avait résisté. Et elle avait perdu. Pas par faiblesse, mais par excès de courage. Lorsqu'elle rentra ce soir-là, Jean l'attendait dans le salon. Elle entra, posa son sac et vit le journal sur la table basse. Elle s'arrêta net. Le silence fut épais, presque tangible. « Tu l'as lu » dit-elle simplement. Il hocha la tête. « Pourquoi ne me l'as-tu pas montré plus tôt ?»« Parce que je voulais savoir si tu pouvais m'écouter sans avoir besoin de preuves. » Jean se leva, s'approcha d'elle. « Tu es la femme la plus forte que j'ai rencontrée, et la plus seule. » Elle détourna les yeux. « Ce n'est pas la solitude qui m'a détruite. C'est l'indifférence. L'indifférence des autres face à ce que j'essayais de défendre. » Il posa une main sur son épaule. Elle ne recula pas. « Je ne suis pas indifférent, Élodie. Plus maintenant. » Elle leva les yeux vers lui. Il n'y avait pas de larmes, seulement une fatigue immense et une reconnaissance muette. « Ce que tu as fait, reprit-il, ce que tu as tenté de protéger, ça mérite d'être connu. Pas pour te justifier, mais pour témoigner. » Elle s'assit, prit le journal, le relut lentement. Ce texte n'a jamais été repris. Aucun média n'a suivi. Il est tombé dans l'oubli comme moi. Alors il est temps de le faire revivre. Pourquoi? Pour que je sois vue comme une héroïne? Je ne suis pas une héroïne, Jean. Je suis une femme que le système a broyée. Non, tu es une femme qui a refusé de se briser totalement. C'est ce qui te rend unique. Le silence revint, mais il était doux cette fois. Elle se leva, alla chercher son carnet, le posa sur la table. Tout ce qui n'est pas dans cet article est ici. Les noms, les dates, les élèves, les réactions, les lettres que j'ai envoyées, les réponses que je n'ai jamais reçues. Jean toucha le carnet du bout des doigts, sans l'ouvrir. « Est-ce que je peux... » Pas encore. Mais bientôt. Ils passèrent la soirée côte à côte, sans allumer la télévision, sans musique. Juste les pages du carnet qu'elle feuilletait lentement, lisant à voix haute de temps en temps une phrase, un souvenir, une lettre jamais envoyée. Il écoutait vraiment, comme il n'avait jamais écouté personne. Et dans ce salon autrefois vide, une vérité simple se dessinait peu à peu. Il ne s'agissait plus d'un contrat, ni d'une expérience. Il s'agissait de réparer, de réécrire, de reconstruire. Ensemble. Depuis la découverte de l'article, quelque chose d'irréversible s'était produit en Jean Morel. Ce qu'il ressentait pour Élodie n'était plus une simple fascination née de la différence ou du mystère. C'était une forme de respect profond, de connexion authentique qu'il n'avait jamais éprouvée auparavant, ni pour un associé, ni pour une amante, ni même pour ses anciens amis. Elle l'avait transformé, non en le touchant ou en l'adulant, mais en restant elle-même farouchement fidèle à sa vérité. Les jours suivants, Jean commença à changer discrètement son quotidien. Il annula un dîner avec des investisseurs qui ne le passionnaient plus. Il refusa une conférence à Londres qu'il aurait, quelques mois plus tôt, acceptée sans hésiter. Il réduisit son emploi du temps, déplaça des réunions, délégua. Et surtout, il passa plus de temps à la maison. Non pour surveiller Élodie, mais pour la côtoyer. Pour apprendre à la connaître sans l'interrompre. Elle, de son côté, avait adouci certains gestes, sans perdre sa retenue. Elle parlait un peu plus, riait parfois. Elle ne parlait jamais d'avenir, jamais de projet. Mais elle se laissait doucement apprivoiser par la routine. Son carnet restait toujours à portée de main, mais il n'était plus une barrière. Il devenait un pont. Un soir, alors qu'ils dînaient d'un plat simple qu'ils avaient cuisiné ensemble, des lentilles aux légumes et du pain grillé. Jean reposa sa fourchette, la regarda longuement, puis dit « Élodie, je veux refaire ma proposition. » Elle s'arrêta de manger, les yeux fixés sur lui. Elle ne dit rien. Il poursuivit avec lenteur « Je ne parle plus d'un contrat, je ne parle plus d'un an ni de 100 000 $. Je ne parle pas de cohabitation ni de règles. Je parle de moi, de toi, d'une relation réelle, sans accord, sans rôle à jouer, juste une histoire à écrire ensemble. » Elle ne répondit pas tout de suite. Elle posa sa fourchette, croisa les bras, puis le fixa avec une intensité qui le fit frémir. « Tu veux m'aimer »
demanda-t-elle doucement. Je crois que je le fais. Déjà, murmura-t-il. Tu sais ce que cela signifie? Ce que cela exige? Non, mais je suis prêt à l'apprendre. Elle se leva, fit quelques pas dans la pièce, puis se retourna vers lui. Ce n'est pas une question de promesse, c'est une question de regard. Est-ce que tu es capable de me regarder, chaque jour, sans essayer de me corriger, de me sauver, ou de me transformer en image de toi-même? Jean se leva aussi. Il s'approcha lentement. Je veux te voir comme tu es, pas comme je voudrais que tu sois. Et si un jour je m'effondre de nouveau, si mes blessures reprennent le dessus, alors je resterai là, non pour te porter, mais pour marcher à côté. Elle baissa les yeux, puis les releva. Avant de répondre, dit-elle, il y a quelque chose que tu dois lire. Elle disparut dans sa chambre, revint avec le carnet noir qu'elle tenait depuis le début. Elle le posa devant lui. Tu peux l'ouvrir maintenant, mais lis-le en entier. Pas en travers, pas en accélérant. Et quand tu auras fini, je veux que tu réfléchisses. Pas à moi, à toi, à ce que tu veux vraiment vivre. Jean prit le carnet entre ses mains. Il sentit son poids, la texture rugueuse de la couverture, l'usure des coins. Ce n'était pas un simple cahier, c'était un fragment d'âme. Je le lirai ce soir. Bien, moi je sortirai. Je veux que tu sois seul avec ça. Où vas-tu? Marcher, penser, me retrouver et te laisser me découvrir sans me regarder. Elle enfila un manteau, prit une écharpe et quitta l'appartement. Jean resta seul avec le carnet posé devant lui, tel un coffre contenant une mémoire invisible. Il s'assit, l'ouvrit à la première page. Une date, un lieu, une phrase. Ce jour-là, j'ai cessé de croire que dire la vérité suffisait. Il commença à lire, page après page, ligne après ligne, les récits de froid, de peur, de solitude, mais aussi des moments de beauté, d'humanité, de rencontres éphémères dans des rues hostiles, des lettres à des élèves, à ses parents, à Dieu parfois, des réflexions sur la dignité, la honte, le silence, et, à travers chaque mot, une voix claire, indomptable. Jean lut jusqu'au petit matin. Il ne s'arrêta pas, il ne pleura pas non plus, mais il sentit chaque mot s'imprimer en lui comme une brûlure lente. Quand il referma le carnet, le ciel commençait à blanchir. Il se leva, se lava le visage, s'assit près de la baie vitrée. Il savait déjà qu'il avait sa réponse. Pas celle qu'elle attendait, mais celle qu'il devait donner. L'aube se levait lentement sur Paris. Les premiers rayons du soleil pénétraient dans l'appartement de Jean Morel, à travers les vitres immaculées, dessinant des ombres longues sur le sol. Jean était resté là, sans bouger, depuis qu'il avait refermé le carnet d'Élodie. La lumière matinale n'effaçait rien de ce qu'il venait de lire. Au contraire, elle en amplifiait le poids, comme si chaque mot inscrit entre ces pages avait creusé un sillon silencieux en lui. Le carnet n'était pas un journal intime, c'était une œuvre, un recueil de récits, de pensées, de douleurs, mais aussi d'actes de résistance. Chaque fragment racontait l'invisible, le froid sous les ponts, le regard fuyant des passants, la honte d'avoir faim, la rage de rester digne. Il y avait des lettres à des élèves disparus, des dialogues imaginaires avec ses parents morts, des textes courts sur la beauté fugace d'une flamme de bougie ou le parfum d'un café partagé avec un autre sans-abri. Il y avait aussi des notes d'observation, presque sociologiques, sur le fonctionnement des centres d'accueil, sur la violence symbolique des démarches administratives, sur la manière dont on déshumanise quelqu'un sans jamais le toucher. Mais ce qui bouleversa le plus Jean, ce fut la constance du regard. Élodie écrivait avec une voix ferme, claire, sans jamais supplier, pas une ligne de lamentation, pas une seule imploration, seulement des constats, des réflexions, une quête de vérité absolue. Le carnet tout entier criait une chose. Elle n'avait jamais demandé à être sauvée. Elle avait seulement voulu être vue. À 8 heures du matin, la porte s'ouvrit. Élodie entra, les joues rougies par le froid. Elle retira son manteau sans un mot, posa son sac près de la porte. Jean se leva, encore sous l'effet des pages. « Tu l'as lu, dit-elle. » Il acquiesça, elle le regarda dans les yeux. « Et je ne t'avais jamais vu, pas vraiment, pas comme tu es. » Elle ne répondit pas, attendant la suite. Ce carnet, c'est un livre, un manifeste, une mémoire d'un monde qu'on refuse de regarder. C'est une œuvre que tous devraient lire. Elle s'assit lentement sur le canapé. Ce carnet n'a jamais été écrit pour être publié. Il était pour moi, pour survivre. Et pourtant, c'est en le lisant que j'ai enfin compris. Ce n'est pas toi qui avais besoin de moi. C'était moi qui avais besoin de toi.
pour sortir de mon isolement, de mes certitudes, pour sentir, pour comprendre ce que vivre veut dire. Il s'agenouilla devant elle, posa le carnet sur ses genoux. « Je veux qu'on publie ce livre, mais à tes conditions. Avec tes mots, ton nom ou un pseudonyme si tu préfères. Je ne veux rien y ajouter. Je ne veux rien modifier. Je veux juste qu'il soit lu. Parce que le monde a besoin de ce que tu as écrit. » Elle resta immobile, le regard perdu sur la couverture noire. « Tu penses que les gens s'en soucieront? Que ça changera quelque chose? Ce n'est pas à nous de le savoir. Ce n'est pas ton rôle de porter la réaction des autres. Tu as porté assez. Maintenant, tu offres. Et chacun fera ce qu'il peut avec cette vérité. » Elle caressa le bord du carnet du bout des doigts. « Je n'ai pas écrit pour guérir. J'ai écrit pour ne pas oublier. Alors laisse les autres s'en souvenir aussi. » Un long silence suivit. Puis elle se leva, le carnet contre elle. « Je vais réfléchir. Ce n'est pas une décision légère. »« Je sais. Prends le temps. » Elle s'éloigna vers la chambre. Jean resta là, assis, le regard vide mais l'esprit en feu. Il venait de recevoir un trésor qu'aucune fortune ne pouvait acheter. Et il savait que rien, désormais, ne serait plus comme avant. Le soir venu, elle revint vers lui avec une feuille manuscrite. « Si je dois publier, je veux choisir le titre. » Elle lui tendit « Telle la page. » Il lut « Lettre de l'ombre, fragment d'une vie invisible. » Il hocha lentement la tête. Le titre était parfait, authentique. Elle ajouta « Et je veux que ce soit un petit éditeur, pas un géant. Quelqu'un qui comprendra que ceci n'est pas un produit, c'est un cri. Je m'en occupe, mais je ne dirai jamais que c'est ton histoire. Je dirai que c'est notre mémoire. » Elle s'assit à côté de lui, épaule contre épaule. « Alors tu peux commencer. Moi je vais continuer à écrire, pas pour guérir, juste pour ne pas me perdre à nouveau. » Et Jean sut que cette nuit-là, il n'avait pas simplement lu un carnet. Il avait été témoin d'une résurrection. Les semaines qui suivirent la lecture du carnet furent marquées par un équilibre étrange. Jean et Élodie partageaient le même espace, mais une tension douce s'était installée entre eux, comme si un événement invisible approchait. Le manuscrit était désormais en main d'un petit éditeur indépendant, passionné, que Jean avait soigneusement sélectionné. Il avait respecté la demande d'Élodie. Pas de marketing tapageur, pas de couverture brillante, aucun compromis sur le texte. Le livre sortirait tel qu'elle l'avait écrit. Leur quotidien s'était enrichi de conversations longues, de dîners partagés, de lectures silencieuses côte à côte. Pourtant, malgré cette proximité, Jean sentait quelque chose changer en elle. Élodie devenait plus contemplative, moins ancrée dans les rituels du foyer. Elle sortait plus souvent, seule, parfois pour des heures. Elle passait du temps à marcher dans Paris, à visiter des lieux sans nom, à s'asseoir dans des cafés modestes. Elle semblait sonder quelque chose en elle, comme si elle cherchait une réponse. Un matin, alors que le ciel était pâle et que le café refroidissait dans les tasses, elle s'assit face à Jean. Elle avait les mains jointes, les yeux calmes, mais il vit tout de suite qu'elle avait décidé quelque chose. « Jean, je vais partir. » Il ne dit rien tout de suite. Il sentit son cœur se contracter, mais il garda le silence. Elle poursuivit « Pas parce que je suis en colère, pas parce que je fuis, mais parce que je dois comprendre qui je suis, seul, loin de toi, loin de cette maison, loin de ce que nous avons construit. Tu crois que ce qu'on a construit t'empêche d'être toi? Non, mais ça m'abrite, et je ne veux plus d'abri. Je veux me tenir droite, seule, face à moi-même. » Jean hocha lentement la tête. Il comprenait, même si cela lui coûtait. Elle se leva, alla chercher son sac, le même depuis le début, et son carnet, désormais accompagné d'un second, vierge. « Le livre va sortir, je ne veux pas être là pour l'entendre dans les médias, pour voir les critiques. Je veux que le monde le découvre sans moi. Et s'il réagit, je ne veux pas que ce soit à moi, mais au texte. Et où iras-tu? Je ne sais pas encore, peut-être le sud, peut-être ailleurs. Je veux juste marcher sans destination. » Il se leva aussi. Il s'approcha d'elle, prit ses mains. « Tu ne veux pas que je t'accompagne? Non, mais je veux que tu sois là si je décide de revenir. Tu sais que tu peux revenir à tout moment. » Elle le regarda longuement, puis elle sourit. Un sourire doux, profond, sans regret. « La porte est ouverte, Jean, mais elle ne doit pas être franchie par habitude, seulement par choix. » Il l'embrassa sur le front, pas un baiser d'adieu, un geste d'amour,
pur, silencieux. Elle sortit sans bruit. Pas de scène, pas de mots grandiloquents, juste une femme qui avait choisi de se tenir debout, seule, encore une fois. Jean resta longtemps dans le salon, immobile. Il ne pleura pas. Il ne ressentit ni abandon ni tristesse. Il ressentit quelque chose de plus grand. La certitude d'avoir été témoin d'un acte de courage et la conviction que l'amour véritable ne retient pas. Il libère. Les jours suivants furent silencieux, mais pas vides. Jean reprit ses habitudes, mais rien n'était comme avant. Il vivait autrement. Il écrivait lui aussi parfois de courtes pensées, des réflexions inspirées d'Élodie. Il conservait les 2 tasses du matin. Il continuait à cuisiner des plats simples. Et il attendait, pas avec impatience, avec espoir. Il avait compris que certaines personnes, quand elles entrent dans votre vie, ne s'y installent pas pour combler un manque. Elles y viennent pour y révéler une vérité. Et Élodie l'avait fait, en entier, sans compromis. L'automne était revenu sur Paris, avec ses feuilles roussies, ses ruelles humides, et ce parfum mélancolique de fin de cycle. Les jours raccourcissaient, la lumière devenait plus douce, presque nostalgique. Jean Morel marchait seul, comme souvent depuis le départ d'Élodie. Il n'avait pas essayé de la retrouver. Elle n'avait pas appelé, pas écrit. Mais son absence n'était pas un vide. C'était une présence invisible, continue, comme un écho dans les murs de son esprit. Le livre était sorti 1 mois plus tôt. Lettres de l'ombre, fragment d'une vie invisible, avait été publié sans préface, sans photo, sans explication. Le nom d'Élodie Martin figurait en couverture, simplement, sans titre ni ornement. L'accueil avait été modeste au départ, puis quelque chose d'étrange s'était produit. Des lecteurs anonymes avaient commencé à en parler sur les réseaux sociaux, des enseignants l'avaient recommandé à leurs élèves. Des extraits circulaient sur des blogs engagés, sur des comptes littéraires. Le livre ne faisait pas scandale, il touchait, il éveillait. Des journalistes culturels commencèrent à s'y intéresser. Des libraires le mettaient en vitrine sans l'avoir prévu. Un critique littéraire reconnu déclara dans une émission que c'était le texte le plus humain et le plus impitoyable de l'année. Mais Jean, lui, ne suivait rien de tout cela avec l'avidité d'un éditeur ou la fierté d'un initiateur. Il lisait chaque commentaire comme on relit une lettre perdue, avec gratitude et humilité. Ce matin-là, en flânant près de la place de la Bastille, il s'arrêta devant une petite librairie de quartier. En vitrine, un exemplaire du livre trônait entre 2 romans connus. La couverture noire, le titre discret, le nom d'Élodie. Il entra, poussé par une impulsion douce. À l'intérieur, un étal proposait quelques exemplaires. Il en prit un, même s'il en possédait déjà 3 chez lui. Il voulait sentir à nouveau le poids du livre entre ses mains. En sortant, il tourna à gauche, passa sous les arbres, longea la place. Et là, comme dans un songe, il la vit, assise sur le même banc que lors de leur toute première rencontre. Les cheveux un peu plus longs, attachés d'un ruban discret, un manteau gris, un carnet dans les mains. Elle lisait, pas le livre. Non, un autre carnet probablement nouveau. Jean s'arrêta. Son cœur battait fort. Il s'approcha lentement. Elle leva les yeux. Le temps ne fit aucun effet. Elle le regarda comme si elle l'avait quitté la veille. Et il sut immédiatement qu'elle était là non par hasard, mais parce qu'elle avait choisi d'être là. « Tu lis encore » demanda-t-il en souriant. Elle ferma doucement le carnet. « Toujours. Mais j'écris plus. » Il lui montra le livre dans sa main. « Tu sais ce que ça a provoqué ?»« Non. Et je ne veux pas vraiment savoir. Ce livre n'était pas une bombe. C'était une trace. Je voulais qu'elle existe. Maintenant, elle existe. » Jean s'assit à côté d'elle. Le vent faisait voler quelques feuilles autour d'eux. Les passants allaient et venaient sans les remarquer. « Tu vas rester à Paris ?» demanda-t-il. « Peut-être. Je ne sais pas encore. Mais je voulais te voir, te revoir, pour savoir si tu avais lu jusqu'au bout. » Il hocha la tête. « Oui, jusqu'à la dernière lettre. Celle où tu dis que la chose la plus difficile à accepter, ce n'est pas l'injustice, mais le fait que personne ne s'arrête pour demander « Et toi, qui es-tu vraiment ?» Et tu as trouvé une réponse ? Non, mais j'ai trouvé une question que je veux poser chaque jour. Elle sourit, un sourire entier, sans retenue. Alors peut-être qu'on peut continuer, pas comme avant, pas en recommençant, mais en reprenant. Reprendre, répéta-t-il. J'aime ça.
Ils restèrent là longtemps sans se toucher. Il n'y avait pas de promesse, pas d'urgence, seulement deux êtres, assis sur un banc, qui avaient traversé le silence, l'oubli, la chute, et qui choisissaient de se retrouver. Non pour réparer ce qui avait été, mais pour créer ce qui pouvait encore être. Jean regarda le livre entre ses mains. Puis, il tourna les yeux vers Élodie. « Tu veux qu'on aille quelque part? Prendre un café? Marcher un peu ?»« Non, répondit-elle doucement. Je veux juste rester ici, avec toi, pour un moment, pour voir si le monde continue de tourner. » Et il sut, sans l'ombre d'un doute, que tout ce qu'il avait cherché, fuyant ou dominant, se trouvait désormais dans ce banc, dans cette voix, dans cette femme. Pas comme une réponse, mais comme un début.